Alors, le Royaume-Uni, on peut dire qu'il est vraiment à un tournant. D'un côté, une politique étrangère très ambitieuse. De l'autre, sa puissance maritime historique qui est mise à rude épreuve sur la scène mondiale. La grande question, c'est comment est-ce qu'une nation insulaire arrive encore à projeter son influence aujourd'hui? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ici. Le premier pilier de cette influence mondiale, c'est sa capacité à fournir une aide humanitaire. C'est ce qu'on appelle souvent le soft power, vous savez. C'est une façon de marquer sa présence, de montrer ses valeurs, que ce soit à travers l'aide au développement ou des interventions d'urgence. Et puis il y a le deuxième pilier. Un pilier fondamental, c'est son lien avec la mer. Pour une île, le commerce maritime, ce n'est pas juste une question d'économie, non, c'est une véritable ligne de vie, une question de survie même et de sécurité nationale. La question centrale est donc là. Comment ces deux piliers, l'aide humanitaire et la force économique liée à la mer, comment est-ce qu'ils se combinent pour définir la place du Royaume-Uni dans un monde qui est en plein bouleversement? Ok, pour y voir plus clair, commençons par le commencement, la stratégie officielle, le fameux plan directeur du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, qu'on appelle le FCDO. Sur le papier, les objectifs sont très clairs et ambitieux. C'est un peu une to-do list mondiale, si on veut. Renforcer la sécurité, relancer l'économie, reconstruire les ponts avec l'Europe et bien sûr s'attaquer aux grands défis comme le climat ou la migration. Et c'est là, bien sûr, que ça coince. Ce tableau, il met le doigt sur un fossé énorme entre l'ambition et la réalité. Parce que en face de ces grands objectifs, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le FCDO, qui subit la plus grosse coupe budgétaire de tous les ministères. Le budget de l'aide au développement, lui, il est en chute libre. Et pour couronner le tout, les effectifs pourraient fondre de 25%. C'est colossal. Du coup, avec ces contraintes, moins d'argent, moins de personnel, où le Royaume-Uni peut-il encore peser? La réponse, elle se trouve peut-être en mer. Alors laissons un peu la politique pour nous pencher sur le moteur très concret de l'économie britannique, son secteur maritime. Ça, c'est un point absolument crucial. Pour une île comme la Grande-Bretagne, le transport par bateau, c'est vital. Le problème, c'est que la concurrence est féroce. Choisir sous quel pavillon un navire va naviguer, c'est une décision commerciale majeure. Et le Royaume-Uni doit se battre pour rester dans la course. Et ce graphique, il illustre parfaitement le défi. On y voit un déclin historique de la part de la flotte mondiale qui bat pavillon britannique. En à peine plus de 10 ans, cette part a été plus que divisée par 2. C'est une tendance vraiment lourde. 0,5%. C'est tout petit, hein. Mais ce chiffre, à lui seul, il résume toute l'ampleur du problème. C'est la part, vraiment minuscule, que le pavillon britannique représente aujourd'hui dans toute la capacité de transport mondial. C'est un chiffre qui doit vraiment sonner comme une alarme. Alors face à ce constat, le gouvernement a décidé de réagir. Voyons un peu comment il essaie de réformer ce moteur maritime pour inverser la tendance et redonner un coup de fouet au secteur. L'outil principal de cette réforme, c'est la taxe au tonnage. L'idée est assez simple. Au lieu de taxer les bénéfices, qui sont souvent compliqués à calculer, on taxe la capacité du navire. L'objectif, rendre le système fiscal britannique plus simple et surtout plus prévisible pour attirer les armateurs. Les réformes sont très ciblées. D'abord, on ouvre le système à plus d'entreprises. Ensuite, et c'est important, on lie plus clairement les avantages fiscaux au fait d'utiliser le pavillon britannique. Et enfin, on encourage l'investissement en augmentant massivement les incitations pour ceux qui financent et qui louent les navires. Bon, maintenant que le décor est planté, d'un côté la stratégie, de l'autre les outils, voyons comment tout ça se comporte sur le terrain. C'est le test grandeur nature en quelque sorte. Premier cas d'étude, la réponse du Royaume-Uni à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un défi direct, frontal à la sécurité du continent européen. Le chiffre est énorme, 3 milliards de livres sterling d'aide militaire chaque année. C'est un engagement financier et militaire majeur qui montre bien la détermination du Royaume-Uni à soutenir l'Ukraine dans la durée. Mais le soutien, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi de la formation militaire, des sanctions économiques très lourdes contre la Russie, de l'aide humanitaire et, point crucial qui nous ramène à notre sujet, l'utilisation d'outils financiers pour sécuriser les routes maritimes de la mer Noire. On voit bien, encore une fois, l'importance vitale de la mer dans ce conflit. Sauf qu'au même moment, le Royaume-Uni doit faire face à une toute autre série de crises, cette fois au sud. Ça montre bien l'étendue des défis à gérer en même temps. Deuxième cas d'étude qui nous emmène cette fois en mer Rouge. Là-bas, les attaques des Houthis ont gravement perturbé une des artères commerciales les plus importantes de la planète. Ici, la réponse est directement militaire. Face aux attaques qui menacent la navigation internationale, le Royaume-Uni a rejoint une coalition, il a déployé ses navires et il a même participé à des frappes pour protéger cette route commerciale essentielle, une action justifiée comme relevant de la légitime défense.
Le dernier cas d'étude nous ramène au premier pilier dont on parlait, le pilier humanitaire de la stratégie britannique, avec la réponse à la crise dramatique qui se déroule à Gaza. Le Royaume-Uni a mis près de 10 millions de livres sur la table pour aider à créer un corridor maritime humanitaire. C'est un exemple très concret de la puissance navale utilisée non pas pour la guerre, mais pour acheminer une aide vitale. Une véritable bouée de sauvetage pour une population qui fait face à une crise humanitaire terrible. Pour conclure, on a vu les différents fils de cette histoire. D'un côté, une stratégie très ambitieuse, de l'autre, des ressources qui, elles, diminuent, et au milieu, des crises mondiales qui viennent tester les limites de cette stratégie en temps réel. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Face à des menaces qui augmentent et des budgets qui baissent, est-ce que les plans et les réformes suffiront à maintenir la position du Royaume-Uni sur la scène mondiale? L'avenir de ses ambitions dépend vraiment de sa capacité à naviguer dans ces eaux qui sont particulièrement troubles. Et la réponse à cette question, elle façonnera non seulement l'avenir du Royaume-Uni, mais aussi l'équilibre du monde.